Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. En ce lundi matin, notre invité c'est François Calfon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national délégué à l'emploi du Parti Socialiste et vous êtes conseiller régional Île-de-France. Pour vous interroger aujourd'hui ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles et bonne année. Vous faites votre retour dans cette matinale ce matin. François Calfon, on est le 11 janvier. Oui. Il y a un an, il y avait 4 millions de gens dans les rues de notre pays. On en est où de cet esprit? Je vous pose cette question parce que les images d'hier apparaissent décalées avec le peu de présence des gens à la commémoration. Ça vous a frappé aussi? Absolument, ça m'a frappé. Il y a d'abord une mémoire collective, elle existe. Il y a un avant et un après 11 janvier. Simplement, on ne peut empêcher à personne que la vie reprenne ses droits et surtout, finalement, un certain nombre de questionnements. Des questionnements quant à leur sécurité, des questionnements quant à la façon dont nous intervenons sur les théâtres d'opération, et puis des questionnements quant à leur vie quotidienne, parce que malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, l'état d'urgence ne solde pas la question du chômage, la question des difficultés quotidiennes. Et après tout, c'est quand même au quotidien, sans aucune espèce de jeu de mots, que les gens se débattent avec des difficultés. Et des questionnements politiques, Gilles Leclerc, avec Christiane Taubira notamment. Oui, alors vous parlez de questionnement, mais dans ce questionnement, par exemple à gauche, vous ne parlez pas de la déchéance de nationalité. Ça veut dire que c'est pas un vrai débat et que finalement, il y a un moment, il faut passer à autre chose. C'est pas un vrai débat, c'est pas un débat de vie quotidienne. C'est tout à fait regrettable qu'on soit encore à s'en parler sans fin finalement, comme une espèce de dispute théorique. Mais enfin, quelque part, remettre en cause l'égalité entre les citoyens et aggraver finalement la remise en cause du droit du sol dans la Constitution, c'est quand même une partie, comme on dit de nos jours, de notre ADN qui est interpellée. Et vous, par exemple, comme militant socialiste, ça, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous interpelle? C'est bien de dire comme ça, ça donne une dimension personnelle à ma réponse. Moi, je me suis impliqué en politique dans le mouvement contre Devaquet, c'est un peu ancien pour les plus jeunes, et juste après, nous nous étions mobilisés contre la réforme du Code de la nationalité. Et typiquement, la gauche était collectivement, massivement mobilisée pour le maintien du droit du sol. Il a fallu la commission Marsolon, je ne sais pas si les uns et les autres s'en souviennent, pour que finalement cet ancrage du droit du sol en France puisse être maintenu. Donc, quel que soit finalement le contexte, moi-même, je suis interpellé, comme on dit dans mon intimité, des raisons de mon engagement à gauche. On pourrait dire ce matin, c'est un petit raccourci, mais Calfon, Taubira, même combat sur cette question-là. Il se trouve que moi, j'ouvre ma gueule parce que je ne suis pas ministre. C'est là où il y a une forme de différence. Je souhaiterais que Christiane Taubira puisse mettre en accord sa pensée et ses actes. Ce serait un service qu'elle rendrait à elle-même. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Eh bien, vous savez, moi j'ai commencé ma vie politique avec Jean-Pierre Chevènement, donc ce type de cohérence, surtout sur des questions qui apparaissent comme fondamentales, elle doit le régler, mais je ne suis pas à sa place. Mais vous Véronique souhaitez donc clairement qu'elle quitte le gouvernement? Est-ce qu'elle peut porter une loi qu'elle ne souhaite pas? Écoutez, moi je ne suis pas pour les injonctions contradictoires, ça crée beaucoup d'angoisse chez les individus qui en sont les victimes. Maintenant, je ne suis ni son psychanalyste, ni son conseiller politique. Si j'étais rendu à la même place, avec le même type de contradiction, j'en tirerais les conséquences pour moi-même. Il y a une sacrée cacophonie gouvernementale quand même. Absolument, enfin, je la constate. Je constate, y compris ce matin, en guise de transition, qu'elle finit par interpeller, comme on dit, un certain nombre d'intellectuels de gauche, de militants. Voilà, oui, il y a une forme de contradiction. Et j'ai envie de dire qu'elle vient de loin, depuis 2012. Il y a eu l'agenda économique et social qui a déstabilisé un certain nombre quant à un certain nombre finalement, de facilités qui ont été faites au patronat sans réelle création d'emplois. Il y a maintenant, sur les questions de société, sur ce qui fonde le pacte républicain, des interpellations fortes. François Calfon, Libération ce matin. Voilà. La une de Libération, c'est une quarantaine de personnalités qui appellent à une primaire à gauche. Est-ce que François Hollande est rattrapé dans cette affaire? Est-ce que sa légitimité, au fond, n'est pas un peu remise en question? Est-ce que vous auriez pu signer ce type d'appel? J'ai lu le texte, il ne me paraît pas orthogonal à ce que je viens de dire à l'instant, et je constate qu'un certain nombre, Thomas Piketty, mais beaucoup d'autres, puisque c'est le premier nom, étaient... Cohn-Bendit aussi. Absolument, étaient des soutiens de François Hollande. J'ai entendu des commentaires de presse plus tôt encore qu'à l'instant qui disaient que c'était la gauche de la gauche. Non, il y a une grande partie des personnes qui ont initié
et signé cet appel qui était dans les soutiens de François Hollande en 2012. Donc oui, moi je pense que si vous voulez, cette vision monarchique de la Ve République qui voudrait qu'il y ait une forme d'automaticité qui est écrite dans aucun usage, puisqu'on n'a pas le recul par rapport à la primaire, et qui voudrait que le président de la République ait une sorte de sacralisation qui ferait qu'il n'aurait pas à être challengé par d'autres, me paraît difficile. Dans le contexte, puisque c'est la question que vous me posez, il y a des questions qui touchent à notre identité de la gauche, la question de la déchéance, qui mérite quand même un débat avant de choisir notre candidat. François Calfon, donc pour vous, il doit y avoir primaire aujourd'hui, alors qu'on est en janvier 2016. Pour moi, c'est possible ou c'est je dirais, un geste politique de la part de certains? Moi, je me demande dans quelle mesure, dès lors qu'il n'y a pas de débat entre nous sur le réglage de la politique du candidat, il peut y avoir une qualité de mobilisation de toute cette gauche qui se mobilise pour la primaire. Donc, y compris pour renforcer la légitimité, dont je ne doute pas, du président de la République, je trouve que ça n'est pas une question incongrue. Mais une primaire avec quel candidat, hormis François Hollande? Écoutez, moi je ne suis pas le gardien des élégances ou quelque part... Non mais d'accord, mais spontanément, il devrait y avoir des noms, alors qu'il n'y a pas forcément de spontanéité de votre part. Manuel Valls, Emmanuel Macron. Pas, mais écoutez, Manuel Valls, chaque jour, ces gens-là, finalement, se prépositionnent pour 2020, présentent une certaine vision de la gauche. Alors, vous parlez d'Emmanuel Macron, qui en présente une, hein, c'est une gauche 3.0, si j'ose dire. Il y a peut-être plus de gauche à l'arrivée, mais bon... elle existe. Manuel Valls, assurément, représente une certaine gauche à la fois libérale et autoritaire, donc elle doit pouvoir concourir. Mais d'autres, j'ai entendu que M. Hamon avait des choses à dire, qu'Arnaud Montebourg, avec son Made in France, existe, et pourquoi pas Cécile Duflot. Vous voyez que si on cherche et qu'on ne intègre pas finalement une logique monarchique, il y a plein de gens qui ont des tas de choses à dire. Vous parlez de logique monarchique. Feriez-vous un parallèle entre François Mitterrand, qui a commencé avec le programme commun avec Pierre Mauroy pour arriver à Laurent Fabius, et François Hollande, qui a commencé avec Jean-Marc Ayrault pour en arriver à faire de Emmanuel Macron une étoile montante? François Mitterrand avait beaucoup de défauts. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur Public Sénat hier qui le rappelait de façon excellente. Mais je crois qu'il n'a jamais oublié ses fondamentaux politiques en termes d'équation électorale. Hein. Il ne confondait pas sondage et suffrage. Je constate que nous pourrions avoir un examen rétrospectif de la période 2012 jusqu'à maintenant sur la qualité des suffrages que nous avons eus. Cela passe par un rassemblement de la gauche au premier tour. Alors je constate que cet appel en témoigne encore. Les conditions de ce rassemblement de la gauche, non pas sur l'entente sur l'ensemble des choses, mais sur les fondamentaux, ne sont pas réunis. Donc je sais très bien c'est un raccourci journalistique et puis d'opinion de vouloir faire ressembler François Hollande à François Mitterrand, d'autant qu'ils ont le même prénom. Mais je crois qu'il y a quand même des éléments de nature très, très différente. J'en veux pour preuve une chose. Est-ce que vous croyez que François Mitterrand, quand il s'est agi finalement de supprimer la peine de mort, a écouté les sondages? Est-ce que vous croyez qu'il y a là une attitude qui est la même en ce qui concerne la déchéance de la nationalité? J'entends un exécutif qui, en permanence, nous rappelle la démocratie d'opinion. Eh bien, quelque part, il y a une identité politique qui doit finalement anticiper sur un certain nombre de mouvements, qui doit aller au-delà des peurs des Français, surtout quand les mesures qui sont finalement proposées n'ont pas d'efficacité pour lutter contre la menace terroriste. Alors justement, François Calfon, y a-t-il entre guillemets, une droitisation chez François Hollande, la déchéance de nationalité, les pouvoirs renforcés de la police? Vous le dites quelque part, pour 2017, est-ce qu'il joue le peuple contre sa gauche, contre une grande partie de sa gauche? Écoutez, je constate qu'il joue en tout cas l'opinion, parce que souvenez-vous qu'au lendemain de la tuerie du Bataclan, François Hollande est monté à 50% d'opinion favorable, ou 45%. Là encore, tous les commentateurs nous ont dit c'est formidable, un deuxième temps du quinquennat. Et puis nous sommes retombés finalement dans les élections régionales, où la hausse a permis de garder un certain nombre de régions dans le fruit des triangulaires, mais elle a été constatée d'un point à un point et demi. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas bâtir une stratégie électorale sur des sondages d'opinion, surtout quand ils sont d'ordre personnel. Gilles Leclerc. Calfon, je rappelle que vous êtes délégué national à l'emploi au Parti Socialiste. Oui. Aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls voit les syndicats. François Hollande, dans ses vœux, avait parlé d'état d'urgence sur l'emploi. Ça veut dire qu'on peut encore faire quoi aujourd'hui? Alors que ça fait quand même 3 ans qu'il y a état d'urgence sur l'emploi, non? Oui, absolument. On n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Déjà,
On n'a pas tout fait sur l'emploi, on se souvient de cette formule malheureuse. Donc si on veut faire de la politique et pas rendre le tablier, il faut considérer qu'on peut toujours faire beaucoup plus. Les mesures qui ont déjà été préannoncées par Manuel Valls et Myriam El Khomri sont quand même satisfaisantes. C'est-à-dire l'idée qu'il faille donner... Alors ça a l'air finalement d'une bêtise et d'une simplicité extraordinaire, donner une formation à chaque chômeur, sauf que c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous avez des demandeurs d'emploi qui viennent à un guichet de Pôle emploi, on ne parle pas de grande théorie, on leur propose des formations de 5, 6 heures, 10 heures. Enfin, c'est tout à fait ridicule. Les caisses sont vides. Sauf que 500 000 formations pour les chômeurs, ça paraît quand même difficile à mettre en place. Voilà. Là, pour le coup, oui, mais c'est le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. Une réalité. Regardez, moi, je vais vous donner un exemple tout simple. L'argent, il est où? Il est dans les caisses de l'UNEDIC, par exemple, ou il est dans les caisses des branches professionnelles qui disposent de l'argent, plusieurs milliards d'euros. Donc la question, c'est est-ce que les conservatismes des uns et des autres, et le patronat interpelle ce matin le gouvernement, va faire qu'on ne va pas mobiliser cet argent de la formation professionnelle, je rappelle plusieurs milliards d'euros, va faire qu'on ne va pas mobiliser l'argent de l'UNEDIC. On pourrait tout à fait payer des formations aux demandeurs d'emploi plutôt que de les indemniser sans aucune espèce de forme d'activation. Mais bien sûr, il faut pour cela que l'argent de l'UNEDIC, celui des partenaires sociaux, que l'argent de la formation professionnelle, celui des branches professionnelles, notamment du patronat, soit mobilisé, orienté vers des formations qualifiantes. Et il y a plusieurs bassins de vie, bassins d'emploi, comme on dit, où il existe de vraies difficultés de recrutement. 500 000, c'est pas un chiffre qui... C'est énorme, c'est volontariste, mais ça pourrait être fait. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent que de simplement vouloir modifier, comme l'appel de ce matin le dit, le Code du travail avec un contrat unique de travail en 5 ou 6 mois. Moi, j'ai entendu ce matin une étude qui a été parue dans le Figaro qui nous indique que 53% des bénéfices des entreprises du CAC 40 sont redistribués aux actionnaires. Pourquoi? Parce que finalement, nos grandes entreprises sont détenues par des fonds étrangers qui veulent maximiser les profits. Au détriment de quoi? Au détriment de l'investissement. Eh bien, une mesure de plus moyen terme, long terme, consisterait à orienter finalement l'épargne des Français vers les entreprises, de sorte qu'elle ne serait pas finalement confisquées par des fonds d'investissement qui sont plus prédateurs que prévoyants, si j'ose dire. L'aide à l'embauche pour les PME, c'était aussi quelque chose d'annoncé. On peut s'attendre à quoi? Alors ça, je ne sais pas techniquement, parce qu'en réalité, c'est les idées les plus faciles sont sans doute... Le MEDEF dit, faisons un truc simple, baissons carrément les charges. C'est ça. Alors, mais je vous rappelle qu'on l'a fait, ça s'appelle le pacte de responsabilité, le CICE. Ouais. Ça a quand même absorbé 50 milliards d'euros d'argent public. Et si vous-même, comme moi, avons subi des hausses d'impôts importantes, eh bien c'est pour financer précisément cela, sans impact réel. Par contre, il y a une question à la fois que le gouvernement pose, que le MEDEF pose, que les organisations syndicales peuvent poser, c'est celle de l'adaptation finalement de nos règles à des PME-PMU qui, je le rappelle, représentent 90% de l'emploi, en tout cas des offres d'emploi, et qui ne sont pas forcément outillés, comme on dit, sur finalement des méandres, et c'est là où je réponds à votre question, de textes juridiques complexes pour elle à mettre en œuvre. C'est pourtant là qu'il faudrait porter l'effort. Mais quand la ministre du Travail elle-même, Myriam El Khomri, dit qu'elle n'est pas très optimiste pour 2016, est-ce que ce dont on parle ce matin, est-ce que... On va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que c'est la croissance qui permet de créer un emploi. On a vu qu'en novembre, même si les soldes, et c'est heureux, commencent bien, il y a eu un ralentissement sensible de l'activité économique. Le climat de peur, on commence par là où nous avons, on finit par là où nous avons commencé, ne favorise pas finalement cette confiance nécessaire pour la mécanique de la croissance et de l'emploi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut peut-être, non pas un conseil, ce serait présomptueux de ma part, mais peut-être orienter les Français vers autre chose, même si c'est très important, que finalement un récit constitué simplement par rapport à la menace terroriste, parce que pendant ce temps-là, ça nous empêche de vivre. Or, je constate que les pays qui sont soumis à cette menace depuis 20 ans continuent de vivre malgré la menace. Ça ne veut pas dire qu'il faut la nier. Donc vous dites qu'il faut d'un certain côté, il faut un peu tourner la page. Ben oui, parce qu'autrement, ça bloque l'économie, ça bloque la confiance, ça fait triompher la peur, et on sait qu'un pays qui gouverne, qui décide sous le régime de la peur... Est-ce que ce n'est pas plus important que tout le reste? Franchement, je ne le crois pas. Je crois que c'est très important, mais je crois que dire que ce serait plus important que tout le reste et qu'il y aurait un nouvel état des choses, eh bien, ce serait d'une certaine manière céder un petit peu à la peur, celle-là même qui est souhaitée par ceux qui veulent nous faire peur. Dernière question, Véronique Jacquier, rapidement. Oui, Manuel Valls se rend au forum de Davos en fin de semaine. C'est le temple du libéralisme. Ouais. Ça vous choque ? Bon, vous savez, si je devais être choqué par ça, j'aurais rendu le tablier depuis bien longtemps. Non, on peut aller au temple du libéralisme, comme vous dites, et leur dire un certain nombre de choses. Notamment, par exemple, puisqu'on doit finir cette émission,
sur la question de l'optimisation fiscale. Ces grandes entreprises comme Amazon, comme Starbucks, qui se jouent des législations, on pourrait leur dire qu'elles ont certes créé de la valeur, mais que cette valeur, elle doit aussi être socialisée eu égard à tous les gens qui profitent des nouveaux services. Éviter, par exemple, de créer des filiales au Luxembourg. Il a fallu que ce soit finalement des groupes d'action américains qui le rappellent à l'Union européenne pour qu'on commence à agir. François Calfon, une question un peu personnelle. Quel Oui. avenir pour les gens de votre génération en politique? C'est pas évident d'être un militant socialiste aujourd'hui. François vrai. Hollande a assez peu de considération au fond pour ce que vous dites. Le débat se passe un peu sans vous. Oui, enfin, ça se passe un peu sans vous. Qu'est-ce que vous imaginez dans l'avenir pour vous? Bah écoutez, moi je suis investi en politique comme conseiller régional sur l'avenir des transports en Île-de-France. Et puis, me semble-t-il qu'il y a aussi finalement des moments de cristallisation sur un certain nombre de personnels politiques. Et puis il y a aussi des alternances qui peuvent arriver. Et Justement, il est toujours temps de reconstruire. Ouais. Regardez, si on se rappelle de 1993, qui est un temps finalement de préhistorique, la gauche était à terre. On se souvenait finalement de la fin du mitterrandisme, avec des choses qui n'étaient pas rutilantes. Et bien pourtant, il y a une forme de résilience de la gauche, comme il y a une résilience française. C'est pour ça que la gauche est bien en France. Je crois à nos capacités de rebond. Et puis si c'est pas pour moi-même, ce sera pour les nouvelles générations. Ça n'est pas très grave. Merci François Calfon, secrétaire national délégué à l'emploi et conseiller régional Île-de-France. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos dans cette matinale d'info avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Et bonjour Cyril. Yves Tréhard, éditorialiste Bonjour au Cyril. Figaro. Bonjour Yves Tréhard. On démarre ce débrief de notre invité ce matin, donc François Calfon. Je rappelle, secrétaire national délégué à l'emploi, c'est pas un rôle facile sûrement au Parti Socialiste aujourd'hui, et conseiller régional Île-de-France, par la primaire, hein, ce coup qu'a fait Libé journalistique, hein, une quarantaine de personnalités qui demande une primaire à gauche. Est-ce que c'est une remise en cause de la légitimité de François Hollande? Pour François Calfon, ce matin, c'est pas une question incongrue, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas une question incongrue. C'est une question incongrue par rapport à l'histoire de la Ve République, mais par rapport à notre vie politique actuelle, c'est pas une question incongrue. Et je trouve légitime que les socialistes et la gauche dans son entier s'interrogent sur qui peut gagner l'élection présidentielle en 2017. Quand vous regardez par exemple le sondage Odoxa publié hier par Le Parisien, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui le chef de l'État est le président le plus mal jugé de l'histoire de la Ve République. Ils avaient exclu Pompidou et le général de Gaulle. Mais il arrivait même 11 points, vous entendez, 11 points derrière Nicolas Sarkozy. Yves Tréhard, ok, mais ce serait un exemple unique. Je veux dire, il n'y a pas une démocratie où le président sortant. Oui, mais après passe tout, par c'est une dans les primaire. statuts du Parti Socialiste. Hein. Normalement, dans les statuts du Parti Socialiste, on doit, même quand le président est sortant, il doit remettre sa place en jeu. Bon, Il la gagnerait, François Non, mais je Hollande dirais que la gauche toujours est en train de se chercher, vous savez. C'est-à-dire que la gauche, à l'épreuve du pouvoir, disparaît. On le voit très bien. Regardez Mitterrand, dont on commémore les 20 ans de la mort. Il est parti assez à gauche. Les 2 premières années, il a fait une politique très à gauche, qui a emmené la France dans le mur. Après, il s'est frotté à la réalité et c'est devenu un président quasiment de droite, ce qu'il était à l'origine, puisque c'est un converti au socialisme, François Mitterrand. François Hollande, il nous a... Regardez le discours du Bourget, mais par rapport au discours du Bourget, on est à des années-lumière aujourd'hui. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que le discours du Bourget est sans doute un non-sens pour la France et pour l'économie française. Mais alors, évidemment... Les nostalgiques de ce discours-là, et c'est les signataires de l'appel dans Libération. Les 40. Eh bien, Pas nécessairement tous d'ailleurs. mais quelques-uns. Il y a pas de se grosse- disent, Daniel Cohn-Bendit il est faut pas qu'on ait, nostalgique de ça. il faut qu'on ait une vraie politique de gauche. Alors on va revenir. C'est vrai qu'ils ont peur, et là ils ont raison, les militants et les intellectuels de gauche, c'est que l'année 2016 va être certainement très concentrée sur la primaire de droite, à droite et au centre. Et on sait que d'expérience avec les socialistes en 2011, souvenez-vous, l'actualité, les projecteurs avaient été tous dirigés sur les socialistes
et la droite, on n'en parlait plus. En même temps, il n'y a pas de gros poids lourds, Denis Jeanbart. Je parle de socialistes, d'élus. Non, mais ça renvoie à la question que vous posiez à votre invité tout à l'heure. C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un encore à l'intérieur du Parti socialiste pour se lancer dans la primaire? Le seul peut-être qui pourrait être un peu crédible, Montebourg, il est en dehors du Parti socialiste. C'est pas dit d'ailleurs qu'il ne se présente pas à la primaire et qu'il n'y songe pas tous les matins en se rasant. Moi, je serais peut-être à la fois moins sévère ou plus sévère que Yves quand il s'interroge sur l'évolution politique de la politique d'un président de gauche. On peut se demander même s'il y a eu une politique de François Hollande depuis le début du quinquennat, parce qu'on a beaucoup de difficultés à le suivre. Quelle est la politique de François Hollande depuis 4 ans? Le zigzag. Bonne réponse. Deuxième thème important abordé par François Calfon tout à l'heure, c'est la déchéance de nationalité, notamment le rapport de Christiane Taubira par rapport à ces problématiques-là. Vous l'avez trouvé comment, François Calfon, là-dessus? Très en retrait. Hollande? Mais écoutez, c'est une crise d'autorité, personne ne le dit. Moi, je suis sidéré par le peu de vagues que fait cette affaire-là. Je ne sais pas, moi, on a eu des tas de précédents dans l'histoire. Enfin, François Calfon s'est quand même interrogé ce matin. La personne qui doit s'interroger, c'est le chef de l'État. La seule personne qui doit s'interroger, c'est pas nous, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il est défié dans son autorité? Qu'il y ait des débats à l'intérieur du gouvernement, je veux bien. Mais que ces débats soient mis ainsi sur la place publique, que le chef de l'État soit contesté sur une affaire dont il a signifié l'importance devant les parlementaires, le Congrès, et qu'il ne bouge pas, qu'il se taise pour des raisons purement politiciennes, c'est incroyable. Vous comprenez que des militants socialistes comme François Calfon posent le problème comme évidemment, attendez, il fait de la politique. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord Madame Taubira qui n'a pas le sens de l'honneur. Quand vous avez le sens de l'honneur, vous partez quand vous n'êtes pas d'accord. Elle n'a pas le sens de l'honneur, Madame Taubira. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ça doit avoir surtout, comme le dit Yves, le sens de l'honneur. Il a d'ailleurs rappelé sa filiation avec Jean-Pierre Chevènement, François Calfon ce matin. Elle fait du zigzag, elle est en train de se hollandiser, Madame Taubira, si vous voulez, parce que depuis Alger, ce qui était d'ailleurs déjà une insulte à la France, elle dit qu'elle était contre ce projet. Après, il y a eu la conférence de presse du 23 décembre où on a compris que, finalement, elle allait ravaler son opposition et puis qu'elle allait jouer les jeux. Et puis là, un beau soir à la télévision la semaine dernière, elle revient en disant qu'elle était contre. Et il y a effectivement, et Denis a raison, il y a un manque manifeste d'autorité de la part du président de la République. Et du Premier ministre. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même Madame Bateau, il y a eu d'autres qui se sont fait virer pour moins que ça. Parce qu'elle, il faut mieux qu'elle soit dedans que dehors, parce que sans doute ferait-elle trop de bruit. Rappelez-vous sur une question aussi importante qui était le nucléaire, Jean-Jacques Servan-Schreiber a été viré au bout de 18 jours par Valéry Giscard d'Estaing. Donc il y a beaucoup de précédents. Moi je suis contre cette affaire de déchéance. Néanmoins je trouve que le chef de l'État doit faire preuve d'autorité. Bien sûr. Un petit sondage qui est passé inaperçu ce week-end dans Ouest France Dimanche, pourtant, c'est les Français qui se disent pessimistes sur leur avenir, avec 58% dans ce début d'année. C'est 9 points de plus qu'au début de 2015. Ça vous a interpellé, messieurs, ça? Mais ça veut dire quoi, ça? Je pense que malgré les nombreuses mesures, au fond, chômage, sécurité... Oui, mais il y a une conjonction d'événements. À la fois, on a quand même un climat, d'ailleurs, entretenu chaque matin sur le risque d'attentat, qui est réel, mais peut-être qu'on pourrait agir et cesser de parler et de tenir en permanence un discours de la peur. Et par ailleurs, vous avez des résultats économiques qui sont désastreux. Comment voulez-vous que les Français voient l'avenir en rose? C'est impossible. Et par ailleurs, on a un environnement international qui se dégrade, sauf aux États-Unis. Oui, c'est assez logique qu'il y ait quand même le moral dans les chaussettes, c'est un peu ça. Et le fait que les Français... il y a guère de perspective, si vous voulez, d'être optimiste aujourd'hui. Malheureusement, je crois que de plus en plus, de toute manière, les Français, ils vont s'en sortir par eux-mêmes, si vous voulez. Ils vont pas attendre quoi que ce soit des gouvernants, de l'État. On voit d'ailleurs qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité publique qui n'existe plus quasiment. D'ailleurs, cette autorité publique, quand on voit monsieur Hollande avec sa ministre de la Justice. Mais donc les Français comptent d'abord sur eux. Et c'est le royaume de la débrouille aujourd'hui. Pendant que je montre votre une, je vous signale tristement d'ailleurs la mort de David Bowie. On vient de l'apprendre tout à l'heure.
Et bien sûr, on aura beaucoup de réactions sur la mort de cette icône. Une de plus, j'allais dire, en ce début d'année. Voilà. Merci. Un très grand talent. Et un très grand talent. C'est votre avis aussi? C'est mon avis aussi. Voilà. Donc, on montre la une du Figaro et celle de Nice Matin, de Denis Jambard aussi. J'espère que vous l'avez. Voilà, Picasso caché. Picasso. Voilà. Voilà. C'est une une. Pourquoi Picasso? Écoutez, un peu décalé, mais au fond, je trouve que c'est une bonne chose parfois de sortir de ce que nous appelons dans le métier des marronniers. Picasso, il y a toujours des choses à découvrir. Et la une du Figaro est très politique, hein, c'est sur la primaire. Ça vous étonne pas trop quand même, hein. Mais la primaire à droite. Avec 38% des intentions de vote pour les gens, pour Alain Juppé. Pour les gens qui sont sûrs d'aller voter. Quasiment 10 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Merci Denis Jambard, merci Denis Jambard, merci Yves Tréhard. Et on se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée, les programmes continuent sur la chaîne.